Hello tout le monde, nous revoilà pour une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. En ce moment je suis super contente parce que j'arrive à lire 2 à 3 livres par semaine. J'arrive à tenir ce rythme depuis début mai, donc voilà, j'espère que ça va continuer courant de l'été. La semaine dernière, je vous laissais avec un livre des éditions du Chat Noir, L'Ouroboros d'argent d'Ophélie Bruno, un roman fantastique qui met en scène Célia qui fait partie d'une ligne directe de loup-garou qui part en mission récupérer un objet sacré qui a lancé un sortilège à son grand-père, euh, qui lui-même depuis 30 ans ne peut se transformer en loup. Comme le possesseur de cet objet est décédé, voilà, il pense qu'il peut récupérer l'objet et trouver un moyen d'annuler le sort. Donc c'est Célia, sa petite fille, qui doit partir en mission avec 2 de ses acolytes. À l'opposé, on a Axel, un garçon qui est animateur en centre pour enfants, qui vit sa petite vie pépère avec sa copine, son coloc, tout se passe bien. Il renie un petit peu ses origines et pourtant il va devoir également, donc suite au décès de cette personne, qui lie les 2 protagonistes, il va devoir partir dans la maison de l'homme décédé pour récupérer un coffre-fort et le remettre à son alpha, qui fait partie de la meute de Nantes. Donc les 2 personnes vont se croiser. Célia va être persuadée que l'objet en question se trouve dans le coffre-fort. Donc elle va se lancer dans une traque après Axel, qui lui va tout faire pour sauver les personnes qu'il aime, qui seront en danger, etc. Et trouver un moyen de contrer Célia et de trouver l'origine de ce sortilège. Voilà, donc pour le pitch, de quoi ça parle? C'est une histoire très sympa. Moi, j'aime toujours les histoires qui se passent en France. Donc là, ça se passe en Auvergne. C'est très rare hein, pour la beat-lit fantastique, on va dire. Ça doit être les premières histoires de loup-garou que je lis qui se passent dans notre pays. Voilà, c'était sympa. L'auteur arrive très bien à décrire les personnages. Célia, je l'ai vraiment détestée. C'est le genre de personnage que je supporte pas, de personne même en vrai. Voilà. Elle a un caractère vraiment fort, elle est autoritaire, elle est mal polie, arrogante et j'ai vraiment eu envie de la tarter plusieurs fois dans ma lecture. Mais bon, au moins ce que j'apprécie, c'est que l'auteur a réussi, si c'était son but, à me transmettre ses émotions. Donc ça, c'est super. Et Axel, à l'opposé, c'est vraiment quelqu'un d'adorable, qui a le cœur sur la main et qu'on a envie d'aider et de protéger. Donc autour d'eux, on découvre la hiérarchie des loups-garous, comment ça se passe dans leurs meutes respectives, les codes, etc. Ça reste assez, on sort pas trop du schéma classique des loups-garous, mais c'était assez sympa de découvrir que, en France aussi, on peut avoir plusieurs meutes. Voilà, au niveau des personnages secondaires, ils sont sympathiques aussi. J'ai beaucoup aimé, voilà, qui vit dans une ville, un petit village particulier que vous pourrez découvrir si vous vous lancez dans cette lecture, qui n'est pas l'objet. J'ai pris évidemment, mais voilà, c'était assez appréciable. Et au niveau, en dehors des loups-garous, on a un petit peu de magie, on a un petit peu de féerie, voilà, c'était sympa. Alors, j'avais vu sur d'autres vidéos de blogueuses que certaines avaient été désappointées par la fin, déçues. Pour ma part, je l'ai trouvé bien. J'ai pas trouvé que ça cassait le rythme de l'histoire. Au contraire, ça m'a donné encore plus envie de tourner les pages et voir comment ça allait se terminer. Donc, L'Ouroboros d'argent, c'est un des derniers titres sortis aux éditions du Chat Noir. Pour ceux qui sont sur Lyon, si vous voulez rencontrer l'auteur, elle sera à Trollune le 6 juillet, donc à une boutique librairie qui se trouve vers Gerland. Voilà, où j'espère m'y rendre aussi, parce que d'une, ça me permettra de discuter de certains points avec l'auteur que j'ai pas forcément bien compris. Et deux, c'est une boutique que je veux découvrir depuis très longtemps et en fait, je pense jamais à y aller. Voilà, je ferai deux pierres d'un coup. Ensuite, j'ai lu pour mon challenge 100% Milady le tome 4 de Mercy Thompson, La Croix d'Ossement de Patricia Briggs aux éditions donc Milady. Et là, j'ai été déçue en grande partie. Alors, je suis moi-même déjà super déçue de l'annoncer parce que Patricia Briggs, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'Alpha et Omega, c'est une de mes séries Beat Lit préférées. Et que Merci, je l'ai découverte après Alpha et Omega et que j'avais bien aimé les 3 tomes. Quand j'ai commencé à lire le livre, donc sur Goodreads, j'ai marqué que je le lisais et j'ai regardé vite fait les notes des gens sans rentrer dans leurs avis personnels. J'ai vu des 5 sur 5 de partout. Donc je m'étais dit, ouais, super, je vais m'éclater. Et je pense que justement, peut-être que j'en attendais trop. Alors la première difficulté que j'ai rencontrée, pour ceux qui n'ont pas lu les Mercy Thompson ou qui n'en sont pas encore là, je vous laisserai passer à mon livre actuel, dans quelques minutes, hein.
parce que je risque un petit peu de spoiler ou de faire divulguer des choses sans vraiment le vouloir. Donc la première chose qui m'a perturbée, c'est qu'au début du livre, on se retrouve peut-être une semaine après les événements du 3. Le tome 3 que j'avais lu il y a un peu plus de 6 mois à peu près, et le souci c'est que je ne me rappelais plus du tout de ce qui s'était passé à la fin, de pourquoi Merci est brisé dans ce tome. Et je savais plus comment ça s'était passé, pourquoi, par qui, comment elle en était venue là. Donc ça, c'était très 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 frustrant. C'est la première fois que ça m'arrive de ne pas me rappeler ce qui se passe dans un livre. J'avais des flashs du tome 3, voilà, certaines scènes qui m'avaient bien plu, tout ça, mais alors la fin, complètement sortie de la tête, quoi. Donc heureusement que j'avais le livre 3 sous la main. Enfin, après avoir un peu discuté avec des copains, copines, je me suis dit, bon, j'ai relu vite fait la fin en survolant, bien sûr. Ça m'a permis de me remettre un peu les idées en place. Mais voilà, ça commençait un petit peu mal. Et après, j'ai trouvé ça long. C'est assez contradictoire, mon avis est vraiment partagé, parce que j'ai trouvé les 100 premières pages très très longues. On suit Merci donc dans son évolution, ses doutes, essayer de reprendre confiance en elle. On voit qu'elle est bien entourée de certains loups, que Adam et Samuel sont toujours aussi présents et à la protéger. Euh, et on commence à avoir un petit peu des intrigues qui arrivent. Par exemple, au début du livre, il y a Stéphane le vampire, donc qu'on n'avait pas trop vu dans le 3, mais qui revient à nouveau, qui est à sa porte, quasiment à nouveau mort. Voilà, il meurt de faim. Marsilia, sa reine, a tué tous ses agneaux, donc c'est ces humains dont il se nourrissait. Bref, elle l'a complètement brisé, ruiné, et, et a été envoyée chez Merci. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que elle pensait Marsilia qu'il allait se jeter sur elle et ainsi la tuer, ou si c'est vraiment pour trouver de l'aide, on ne sait pas trop. Et en parallèle, sur le garage de Merci, quelqu'un a tagué une croix d'ossement. Donc apparemment, ça signifie qu'elle a été une traître et que sa tête est mise à mort. Et que du coup, elle va avoir des soucis au devant d'elle, quoi. Donc trahison vis-à-vis d'André, un vampire qu'elle avait tué dans le tome 2, qui était un des acolytes de Marsilia. Voilà, donc on a toute cette intrigue qui se met tranquillement en place. Il y a également l'ancienne amie de lycée de Merci qui débarque chez elle un soir complètement paniquée, qui a vu ce qui s'est passé, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ce qui s'est passé dans le tome 3 a ressurgi dans la presse nationale, donc tout le monde est au courant de ce qui s'est passé auprès de Merci, de ce qu'elle a eu. Et du coup, sa meilleure amie s'est souvenue que Merci, en tant que coyote, a des capacités à voir les fantômes et à exercer une certaine autorité sur eux. Et justement, cette copine, elle a un fantôme chez elle et voilà, son mari ne la croit pas. Son enfant de 10 ans, Chad, le voit. Il voit qu'il y a des objets qui bougent, que des fois la chambre elle est mise en vrac ou qu'il y a dans d'autres pièces, etc. Et elle demande donc à Merci de l'accompagner à Spokane pour retrouver, vérifier qu'il y ait bien un fantôme. Donc voilà, donc après plusieurs discussions avec Adam et d'autres personnes, elle se décide à partir là-bas. Et voilà, à partir de là, l'histoire commence. Donc on a plusieurs intrigues, c'est bien. On découvre une Merci différente par rapport à ce qui s'est passé donc avant. Mais moi, j'ai vraiment pas accroché. Euh, j'ai trouvé que ça manquait de rythme. Pourtant, pareil, hein, j'ai beaucoup aimé donc le passage où elle est à Spokane dans la maison de son amie, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les 100 dernières pages, donc on a vraiment le dénouement de l'intrigue de base qui arrive. On apprend aussi la réalité sur pourquoi Stéphane est arrivé devant chez elle à moitié crevé à nouveau. Et voilà, mais je trouve qu'entre deux c'était trop calme et j'ai pas accroché autant que ça. Donc une déception pour ce tome-là. Euh, voilà, donc ça c'était mes lectures de la semaine dernière. J'ai commencé. Alors là, je commençais à être en manque de Baron et de Michaela Lane. Donc j'ai attaqué le dernier tome, Fièvre d'ombre, les chroniques de Michaela Lane de Karen Marie Moning aux éditions J'ai lu. Et là, c'est une tuerie. Franchement, j'ai lu peut-être 100 pages et j'accroche. Je sens que je vais avoir du mal à décrocher, que là, dès que je vais finir ma vidéo, je vais me rejeter dans le livre. J'ai besoin de savoir. On a toutes les réponses qui commencent. On sent
on n'a pas encore les réponses, mais on sent qu'elles commencent à se mettre en place et qu'on va savoir la réalité sur Baron, qu'on va savoir la réalité sur Mac, sur tout le système de Faerie, voilà, sur toute l'intrigue qui, qui est là depuis le tome 1. Alors, pour ceux qui ont lu les premiers tomes, les 2 premiers tomes ou le premier tome et qui n'accrochent pas, parce que je sais qu'il y en a, je peux vous donner un conseil, voilà, en tant que connaisseuse, on va dire, c'est continuer, insister, parce que moi-même, j'ai cru que j'allais laisser tomber cette saga à la fin du tome 2, j'avais pas du tout accroché, les personnages ne m'intéressaient pas. J'ai quelques souvenirs quand même du tome 2 et du tome 1 dans ma tête, mais je voyais que ça avait un tel succès, je comprenais pas pourquoi. Et heureusement que les copinotes étaient là et qu'elles m'ont dit de lire au moins le 3, parce que à partir du 3, tout se renverse. Vraiment, 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 c'est une saga qui déchire. C'est énorme. On a l'impression d'être avec les personnages ou de regarder un film, et les scènes, elles restent vraiment marquées en mémoire, et je me les revisualise parfaitement, alors que j'ai lu le 4 il y a plus d'un an peut-être. Et au niveau des fins, l'auteur, elle sait faire des cliffhangers de dingue. Vraiment de dingue. C'est vous refermez le livre, vous dites c'est pas possible, non, 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 il me faut la suite. Donc voilà, à partir du 3, c'est juste du pur bonheur à 1000%. Donc foncez, n'hésitez pas à lire cette saga. C'est de l'urban fantasy, ça se passe à Dublin, il y a beaucoup de mystères, c'est vraiment génial. Donc par rapport au tome 5, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Ça va me prendre, bah du coup je sais pas parce que ça se lit relativement vite, mais on verra si ça me prend la semaine ou pas. Quoi qu'il en soit, pour mes futures prochaines, non, mes prochaines lectures, pardon, j'hésite, ce sera selon mon humeur. Donc, soit je vais lire Merlin, le tome 2, donc les 7 pouvoirs de l'enchanteur de T.A. Barons aux éditions Nathan Jeunesse. Soit je lirai le tome 2 de Démonica de Larissa Jones aux éditions Milady, donc également pour mon challenge 100% Milady. Les 2 livres m'intéressent bien, donc voilà. Je pense que si j'ai fini Fièvre d'ici ce week-end, je lirai Merlin pour le week-end. Et je commencerai ensuite Démonica. Elle est belle, la couverture. Et voilà, sinon, on verra. S'il n'y a pas de changement entre deux, parce que voilà, je commence à être un peu en manque aussi de la communauté du Sud. En plus, là, c'est pareil, il y a la saison 6 qui vient de commencer, donc je pense que je vais essayer de vite visionner l'épisode 1 pour voir ce que ça donne, en espérant que je ne serai pas déçue, parce que la saison 5 était pas terrible, hein, du tout, du tout, du tout, du tout. Dans la saison 5 télévisée, il y a trop d'intrigues en même temps, et franchement, le producteur et les réalisateurs, ils sont partis dans trop de directions, et ça devenait un peu du grand n'importe quoi. Donc j'espère que là, ça va s'arranger, qu'il y aura voilà, qu'il va réussir à imbriquer toutes les pièces les unes dans les autres pour revenir juste sur 2 ou 3 intrigues, mais pas plus, quoi. Voilà, donc c'était la petite minute True Blood. Je vous laisse pour cette semaine. J'espère que vous aurez de bonnes lectures et à lundi prochain. Bye!